Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 joueurs qui nous déçoivent en ce début de saison. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, vous connaissez la chanson. Un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Cubasket. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on vous a parlé au courant de la semaine dernière, je sais jamais trop quand sortent les épisodes, on vous a parlé de 3 joueurs qui nous enthousiasmaient en début de saison, et bah forcément, ce premier tiers de saison est l'occasion de faire des bilans, et puis on va forcément vous parler de 3 joueurs qui nous déçoivent en ce début de saison, et en fait vous allez retrouver la même équipe que vous avez eue en début de semaine. C'est pour ça qu'on accueille Ben. Salut Ben, ça va ? Salut tout le monde, ça va super, hein. Là on enregistre en fin de semaine, il est tard, donc il faut de la détermination, mais c'est toujours cool de parler de basket, donc ça va super. On aurait pu faire un épisode sur la NBA Cup, on l'a pas fait, mais on peut... Pour mon plus grand bonheur. Pour ton plus grand bonheur, mais on peut quand même dire un mot sur les exploits de Trae Young au Madison Square Garden. Ouais, non franchement, là au moment où on enregistre, le match était la nuit dernière. Je me suis levé ce matin, j'ai regardé la première mi-temps, j'étais plutôt serein. Et alors le troisième quart-temps, les amis, oh là, je souhaite à personne de voir ça de sa propre équipe, hein. C'était un scandale international, hein. J'ai vu passer un tweet, je sais plus, je pense que c'était pas New York FR, qui disait vous nous faites tous chier avec Trae Young et le Madison Square Garden, parce qu'en fait depuis les playoffs d'il y a 3 ans, à chaque fois il est mauvais au Garden et vous nous dites qu'il est tout le temps super fort. Bon, il se trouve que en tout cas quand il y a ESPN, il redevient fort. Et vous accueillez également, vous allez aussi être accompagné par Paul. Salut Paul, ça va ? Ouais, en pleine forme. Et toi ? Écoute, moi ça va toujours, ravi de pouvoir parler basket. Paul, j'ai une petite question pour toi. On a eu ce débat. Alors, il y a eu un embryon de débat ce matin dans la conv Q-Basket. Est-ce que Trae Young, c'est un joueur top 10 NBA ? Pour moi, non. On en est C'est loin pas un ou top pas ? 10 NBA. Je sais pas. C'est compliqué à juger parce que là, sur la saison, je trouve qu'au niveau du scoring, c'est très compliqué. Il y a moins de volume et il y a pas une bonne efficacité. Et j'aurais tendance à dire quand même que le volume au scoring, il est plus important que le volume au passing. Après, Trae Young, c'est évidemment un des 2-3 meilleurs passeurs de NBA. Mais bon, des fois, les passes, quand tu vois certaines qui sont comptabilisées comme des passes, tu te dis que c'est pas vraiment des passes décisives. Donc j'aurais tendance à donner un peu plus d'importance quand même au volume au scoring qu'au volume au passing. Mais pour moi, il est plus autour de la 20e place que dans le top 10 NBA, quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord, hein, d'autant qu'il y a quand même pas mal de déchets quand même sur le passing malgré tout. Et qu'en plus, le basket... Sans parler de la défense. Ouais, sans parler... Et voilà, et le basket, ça se joue des deux côtés du terrain. Et donc forcément, il y a le côté défensif. Pour toi, Ben, top 10 ou pas, Trae Young ? Non, je pense pas, mais je suis comme Paul, peut-être un peu plus haut, on va dire ça flirte entre la 15e place au mieux, quoi, à peu près, je pense. Ok, dans ces eaux-là, quoi. Ça pourrait presque être l'objet un jour d'un petit podcast spécifique sur Trae Young, mais donc c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, ce sont les joueurs qui nous déçoivent en ce début de saison. On aurait pu parler de plein de joueurs. On peut peut-être juste se dire un truc, c'est qu'on s'est donné finalement une petite règle tacite qui est de ne pas parler de déception sur des role-players, parce que finalement l'impact qu'ont les role-players sur une équipe, il est quand même relativement limité, et qu'on s'était dit que c'était plus intéressant de vous parler de joueurs qui sont... peut-être pas forcément toujours les franchise players de leur équipe, mais des joueurs vraiment clés dans leur équipe. Donc certains noms sont peut-être un peu contrastés, mais on estime donc que c'est une déception. Et puis je vous propose qu'on traîne pas trop et qu'on démarre. Et puis Paul, je vais te laisser démarrer puisque c'est toi qui as l'honneur de nous parler du premier joueur. Pas du tout, je me permets d'intervenir, c'est moi qui vais parler du premier, vu qu'on va parler de Bam Adebayo. Bah ouais, je me suis planté complet. Écoute, c'est pas grave. Vas-y, C'est Ben, pas je te grave. laisse la main pour notre cher Bam Adebayo.
on est là pour te supporter derrière. Il n'y a pas de souci, on t'aide. Du coup, moi j'ai choisi de parler de Bam Adebayo. Alors pour être très honnête, on a pas mal hésité, on a pas mal discuté. Ça a été entre guillemets plus dur à choisir que le premier épisode sur les joueurs qu'on apprécie, parce que les déceptions, ça peut rentrer dans plusieurs cases. Est-ce que le mec change de rôle et est moins bon? Est-ce que c'est quelqu'un qui vieillit? Et donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme une déception quand le mec a 40 ans et qu'il est moins bon que quand il avait 30 ans? Est-ce que c'est quelqu'un qui était en surchauffe, qui retombe à son vrai niveau? Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Moi, j'ai choisi Bam Adebayo pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans un contexte où Miami a de plus en plus besoin de lui offensivement, je trouve ça intéressant de voir à quel point il réussit à endosser ce rôle de créateur secondaire, tertiaire, on place ça comme on veut, surtout dans un effectif où Jimmy Butler est un peu sur courant alternatif. Là, je regardais Jimmy Butler sur la saison, il a 22% d'usage. Pour un joueur comme lui, c'est ridicule, quoi. Normalement, un joueur de ce calibre-là, ça doit plus s'approcher des 30%, voire plus si besoin. Donc je me posais la question d'à quel point Bam Adebayo allait pouvoir endosser ce rôle. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que comment dire, dans cet aspect de changement de rôle, il y a un peu un changement de jeu offensif, notamment sur le shoot de Bam Adebayo. Et pour l'instant, ça porte très peu ses fruits, ce qui lui donne malheureusement le choix d'être dans cet épisode. Mais donc on va revenir un peu dans le détail après, mais ouais, moi c'est surtout entre guillemets ce nouveau rôle qui pour l'instant ne lui correspond pas trop, surtout au scoring. Moi, ce que je me suis noté sur Bam, peut-être qu'on peut commencer par ce qui fonctionne, comme ça au moins on le met de côté, et vu qu'on est là pour parler des déceptions, au moins c'est mis de côté. Et puis Paul, je te laisserai aussi réagir, parce que je sais que t'as ton avis sur Bam. Je pense que sur la partie défensive, déjà, on peut vite le mettre de côté. Il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, son impact défensif me paraît pas inférieur à ce qu'on a connu chez lui. Et c'est toujours la pierre angulaire de cette défense. Avec en plus, je trouve, et j'en ai parlé un peu avec Quentin cet après-midi, un leadership défensif qui grimpe au fur et à mesure des années. Sur son rôle offensif, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant qu'on retrouve chez Bam mais qu'on avait un peu perdu. C'est qu'il y a un mini côté hub offensif pour créer le jeu un peu pour les autres. Et on l'avait vu il y a 2-3 ans, ça s'était perdu un peu, et je suis d'accord avec toi, avec la baisse d'impact de Jimmy Butler, il y a une petite montée de Tyler Hero, enfin il y a une grosse montée de Tyler Hero, mais qui est plus sur le scoring que sur la création. Bam se retrouve avec pas mal de création. Et moi je trouve que sur les lectures sur short roll, c'est quand même vraiment pas mal. Il y a un peu d'initiation de contre-attaque, où c'est vraiment pas mal. On retrouve un peu de jeu de hand-off à la Sabonis qui est plutôt fonctionnel, et on a quand même une bonne qualité de choix sur tous les systèmes qui donnent des doubles options, qui sont des systèmes maintenant beaucoup utilisés dans NBA. En gros, c'est les sorties d'écran et le poseur d'écran cut. Il faut faire le choix entre le shooter et le poseur d'écran. Et là-dessus, c'est pas trop mal. Moi, je me suis noté, je sais pas ce que vous en pensez, moi je me suis noté SAT positif déjà sur Bam. Ouais, avant de laisser la parole à Paul, je rebondis, je suis complètement d'accord, c'est ce que j'avais noté également, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction sur les joueurs des déceptions, c'est qu'on parle quand même de joueurs, on verra, enfin, vous les mettez où vous voulez, mais c'est potentiellement des top 30 NBA, donc jamais le joueur qu'on évoquera sera une déception sur tous les points. Enfin, le mec, il devient pas complètement rincé, potentiellement hors top 200 NBA du jour au lendemain. Donc évidemment que Bam Adebayo, il a beaucoup de points où il est toujours positif, notamment cette défense, et il a cet aspect que n'ont pas beaucoup de big, de toujours pouvoir switch, d'être ultra mobile, d'être un peu potentiellement l'un des joueurs qui peut défendre le plus de postes en NBA, et ce côté, comme tu l'as un peu évoqué, de créateur pour autrui, qu'il fait depuis pas mal de temps et qu'il continue à développer année après année. Enfin, en tout cas, à son poste, c'est l'un des meilleurs dans ce rôle sans aucun souci. Paul, tu nous suis là sur les côtés positifs de Bam? Peut-être t'en vois d'autres toi aussi? Pour moi, un des côtés positifs en attaque, c'est le fait qu'on a enfin Bam qui stretch
vraiment à 3 points. Après, ça reste un pivot, donc il n'y a pas un énorme volume à 3 points. Mais je trouve que je sais qu'il y en a qui sont pas très d'accord. J'ai vu sur Twitter, il y en a qui disaient ouais, le fait que Bam prenne des 3 points, ça casse un peu l'attaque de Miami. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie valeur quand tu as un pivot qui peut stretch et qui prend vraiment ces 3 points. Et tu vois, sur un 2,9 tentatives par match, il est à 33%. C'est pas, évidemment, c'est en dessous de la moyenne, tu vois, mais pour un pivot, je trouve que c'est pas si mal. Et finalement, quand tu regardes le 8, je trouve que ça génère quand même pas mal d'espace pour les autres. Et je pense que le développement la bonne progression d'un Tyler Hero, elle n'est pas non plus étrangère au fait qu'il a un peu plus d'espace pour drive, parce que de base, c'est pas un excellent driver. Et avec le fait que Bam Space, eh ben, ça donne un peu plus d'opportunités pour les autres, notamment pour Tyler Hero. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand tu as un pivot qui commence, même sans que les pourcentages arrivent vraiment, commence à stretch sur le poste 5, ça ouvre forcément des opportunités, parce que là, on va parler des stats de Bam après, du fait que c'est en dégringolade, mais on peut faire le parallèle avec un mec comme DeRozan, qui lui a un scoring plutôt efficace, mais un scoring à mi-distance efficace la plupart du temps. Donc ça crée pas de réelles opportunités et pas de spacing en fait pour les autres. En parlant avec Quentin, juste pour vous faire son retour sur ce qu'il nous disait, donc Quentin que vous avez l'habitude d'entendre chez nous, qui regarde tous les matchs du 8, il disait qu'il trouvait ça cool effectivement que son volume à 3 points augmente, qu'il l'espérait à peu près à ce niveau-là, ce volume, que comme prévu pour l'instant ça crée pas trop de spacing, qu'il faudra sans doute attendre quelques saisons pour qu'il soit respecté, mais que ça en crée un peu quand même, mais que surtout selon lui ça va dans la bonne direction. Pour justement peut-être compenser les autres faiblesses qu'il a offensivement. Mais effectivement, on voit que c'est un vrai débat autour de Bam sur son volume à 3 points. Ben, toi, t'en penses quoi de cet aspect ? Bah, je pense que oui, en effet, c'est en fait théoriquement c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que avoir comme on l'a dit précédemment, c'est un pivot très très intelligent, qui a des bonnes mains, qui peut faire de bonnes passes, qui est potentiellement un bon créateur. C'était la suite logique des choses qu'il essaye de développer son tir longue distance. Donc théoriquement, c'est très très bien. Maintenant, à l'instant T, ça apporte plus, enfin je ne vais pas dire négativement non plus, mais c'est pas non plus ce qui modifie complètement l'attaque du 8. Mais je suis d'accord avec Quentin sur l'aspect du peut-être que dans 3 ans, s'il passe de 33 à 36% ou 37%, bah là, ça a complètement débloqué toute l'attaque du 8. Mais en tout cas, pour cette saison, je suis pas sûr que ça soit très game changer, quoi. Bah, surtout que là où je te rejoins, c'est que ça ne lui permet pas encore d'alimenter son jeu de playmaking. C'est-à-dire que ce qui pourrait être intéressant, on en avait parlé l'année dernière en parlant de Sengun et en disant qu'une des grosses différences qu'avait Sengun par exemple avec Nikola Jokic, c'était le fait qu'il ne soit pas du tout respecté à 3 points et donc il ne génère pas de points faciles par de la cut qui viendrait s'alimenter par son jeu de passe en fait. Et effectivement, le niveau qu'a Bam aujourd'hui sur le 3 points, moi je suis assez... En fait, je vais être un peu belge, mais je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire à la fois je suis d'accord avec Paul sur l'idée que ça commence à développer quelque chose qui à terme pourrait être intéressant. Et en même temps, je suis d'accord avec Ben quand tu nous dis que pour l'instant, concrètement, ça apporte pas grand-chose au jeu dans une équipe qui a un salary cap et un âge moyen qui est plutôt fait pour être efficace maintenant qu'être efficace dans 2-3 ans, quoi. Donc, c'est là où je te suis. Et ben peut-être qu'on peut attaquer dans l'art les aspects négatifs que tu as vu et la raison pour laquelle tu l'as mis comme déception. Ouais. Alors déjà, je vais commencer par vous donner un chiffre. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé. Petit quiz. Pour vous, Bam, il a combien de TS+? Je l'ai pas le TS+, mais là, vu comme on est parti, à mon avis, on doit être autour de 92-93, je pense. Ouais, j'aurais dit pareil. Tu dis quoi, Paul? Peut-être 89. 89. Ah ouais, j'allais dire limite moins, mais ouais. Ouais, donc 89, on est dans une barrière vraiment très 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 basse. Donc enfin, je vais pas dire c'est historiquement bas parce qu'il y a des joueurs pour un pivot en plus, c'est ça. Et pour un pivot à 89, c'est cataclysmique. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, on a parlé de toute la partie 3 points qui ne fait pas monter son efficacité, mais je pense que c'est pas ça le gros souci. Le gros souci, c'est que entre les années, ces premières années en carrière et ces dernières années en carrière là actuellement, il y a une vraie baisse
qualitative de scoring au cercle et au short mid. Pour vous donner un ordre d'idée, je prends la saison 1 au hasard, donc 2020-2021, il était à 75% au cercle et 46% en short mid. Il est passé donc de 75 à 62% au cercle, donc moins 13%, et de 46 à 35 en short mid. Donc, évidemment, c'est que le début de saison, il n'y a eu qu'une vingtaine de matchs de joués, il a joué exactement 759 minutes, donc sur des saisons où il monte à 2500 minutes en moyenne, ça peut se corriger. Mais en fait, quand on regarde sur Cleaning the Glass son évolution, c'est une descente petit à petit, quoi. Par exemple, pour le cercle, il est passé de 75%, la saison suivante 73%, la saison suivante 68%, 67% et enfin 62% cette année. Donc ça va vraiment pas dans le bon sens, quoi. Et ça, je pense, c'est un peu lié aussi à l'effectif du 8, qui est moins qualitatif qu'il y a quelques années. Mais pour un pivot qui est censé être, comme on l'a dit, un pivot technique, un pivot créateur, etc., ça déçoit beaucoup. Moi, je trouve que il souffre en fait. Je suis complètement d'accord avec les constats que tu fais. Moi, la stat qui m'alerte le plus, c'est le 43% de fréquence sur le short mid. Il est 95e percentile chez les intérieurs sur la fréquence sur le short mid. En fait, concrètement, ça vous dit quoi? Ça vous dit que Bam Adebayo joue beaucoup plus à 3 mètres du cercle que dans la raquette. Et pour moi, c'est un bon symbole des problèmes de Bam. En fait, je trouve qu'il souffre beaucoup du manque de spacing de cette équipe et du manque de création de cette équipe, notamment parce que Terry Rozier apporte pas forcément, pour la partie création, apporte pas forcément ce qu'il doit apporter, et que structurellement leur 5 n'est pas le 5 qui a le plus grand spacing au monde. Et donc il se retrouve souvent dans des situations où déjà il reçoit la balle sur short roll, on l'a dit, hein, sur les short roll pour le coup il est plutôt intéressant sur la passe, mais c'est plus difficile sur le scoring, parce que à la fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais à la fois il n'est pas capable d'aller en puissance au cercle, s'il y a un mec sur son chemin. Il n'est pas non plus réellement capable de le prendre de vitesse. C'est pas tant parce qu'il est lent, mais c'est parce que son handle lui permet pas non plus d'aller poser les 2 dribbles qui vont permettre de prendre de vitesse le pivot. Et surtout, il n'est pas non plus capable d'y aller en finesse. Il n'a pas du tout le hook que peut avoir par exemple en Sengun, pour reprendre un nom qu'on venait de dire juste avant. Et donc, tu as un espèce de trio. D'ailleurs, il est hyper maladroit hein, sur les short mid. Hein. C'est 35% d'efficacité sur les short mid, c'est hyper bas. Hein. Et du coup, tu as un espèce de trio qui fait que, pour moi, tu n'as pas en fait un joueur autonome sur le scoring. C'est un joueur qui n'est pas autonome sur le scoring dans un contexte où on lui... Ou en tout cas, je pense dans une évolution, on a longtemps essayé de savoir s'il pouvait l'être, et aujourd'hui dans un contexte où on lui demande de l'être. Ouais, tout à fait d'accord. Peut-être que Paul veut réagir. Ouais, moi, ce qui m'inquiète vraiment par rapport à son début de carrière, c'est que la fréquence au cercle, elle fait que diminuer. Ouais. Alors, il y a eu évidemment un volume qui a augmenté, mais tu regardes sur Cleaning the Glass, tu as un beau graphique parce qu'en fait, la fréquence au cercle passe de l'orange au jaune, au blanc, au vert, au bleu clair et au bleu foncé. Donc, il y a vraiment un côté, en fait, la fréquence au cercle fait que diminuer. Et il y a vraiment un truc mental pour moi qui est que il y a une facilité à se dire, bah tiens là en fait je vais prendre un mid-range contesté short mid ou long mid, mais plus short mid, enfin plus près du panier, parce qu'en fait c'est la solution de facilité plutôt que d'aller bagarrer dans la raquette, aller jouer physiquement et tout, parce qu'on sait c'est quand même un dur au mal, parce que c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, mais il y a une différence entre encaisser les chocs en défense et vouloir aussi les encaisser en attaque. Et ça, Bam, bah, il joue pas assez avec son physique exceptionnel. Après, évidemment, il y a un manque de toucher, ça on le sait. Et quand il y a du volume qui arrive avec, bah, en fait, le toucher limite. On a un joueur avec Bam où on se posait. Je pense qu'à un moment, c'était une plutôt bonne deuxième option, même s'il n'y a jamais eu réellement du volume. Mais aujourd'hui, je sais même pas si c'est une troisième option crédible, quoi, Bam. J'ai envie de dire oui, quand même. Faut pas oublier ce qu'il a fait. Et puis, il y a beaucoup d'expérience en playoff, mais qui pond aujourd'hui en attaque, c'est pas suffisant quoi, sur la création pour lui-même. Et même, j'ai envie de dire aussi par moment sur la création pour les autres. Même si ça va mieux là sur les derniers matchs. Moi, je suis complètement dans le prolongement de ce que tu dis, Paul. C'est-à-dire que moi, en fait, je trouve que sa frequency chart, là, elle est quand même extrêmement liée au profil d'utilisation qu'on a de lui. C'est-à-dire que ces premières années, c'était un finisseur. Et maintenant, on lui demande d'être un
pas un initiateur, ça serait un peu fort, mais un joueur qui crée pour lui-même. Et qu'en fait, je vais pas reprendre ce que j'ai dit, j'ai expliqué pourquoi, selon moi, il n'arrivait pas en fait à aller au cercle, hein, le combo pas capable d'être en puissance, ni en vitesse, ni en technique. Et donc, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, Bam n'est pas une deuxième option. C'est pas une deuxième option crédible pour moi. J'irai pas jusqu'à en dessous de troisième. Je trouverais ça un peu excessif. Mais qu'aujourd'hui, il est dans un contexte où faut regarder, Ben, tu dois avoir les usages avec toi, mais il faudra regarder. Mais je pense que son usage doit être, il est au-dessus de celui de Jimmy Butler ou quasiment pareil, et il doit être un poil en dessus de Tyler Hero. Mais en fait, Miami est construit autour d'un trinôme qui en fait a à peu près un volume similaire. Et je suis pas du tout convaincu qu'il faut l'utiliser comme ça. Je pense qu'il faut c'est excessif ce que je vais dire. J'allais dire, il faut presque l'utiliser comme Daniel Gafford. C'est un peu excessif, mais évidemment qu'il faut lui laisser un peu plus de short roll. Il est capable de faire des choses. Mais parfois, tu te demandes même s'il faudrait pas l'utiliser comme Daniel Gafford, en fait, Bam. Mais du coup, il faut l'entourer pour y arriver, quoi. Ouais, juste pour alimenter ce que tu as dit. Donc, Tyler Hero est à 27% d'usage. Bam est à 23,5%. Et donc Butler, que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas revérifié, mais c'était 22,5 que j'ai dit tout à l'heure, je crois. Donc oui, en effet, ils sont tous les deux au même niveau, alors qu'on voit qu'au niveau de l'efficacité, ça ne suit pas du tout pour Bam. Après, sans trop dévier sur la question de Miami au global, ce qui ferait peut-être l'affaire d'un autre podcast, où ce coup-ci Quentin serait là, mais il y a vraiment ce souci d'initiation, quoi, autour de lui, qui l'oblige, j'ai l'impression, à faire des choses dans lesquelles il n'est pas forcément à l'aise. Donc je pense que bon, ça reste un joueur NBA qui est forcément qui a de l'ego, qui a envie de se créer ses shoots, de marquer ses points dans des secteurs difficiles, etc. Mais c'est pas son jeu, et il se retrouve forcé de le faire parce que Butler est en deçà, et physiquement, et je sais pas si c'est psychologiquement qui n'est plus dedans, ou juste physiquement, enfin peu importe la raison, mais il est en deçà des années précédentes. Et Tyler Hero n'est pas un joueur comme on les imagine, créateur primaire, quoi. Donc tu te retrouves dans une situation où il doit forcer, là où il y a quelques années, au début de la décennie 2020, avec un Butler à bien plus responsabilisé, et un effectif un peu plus cohérent, si je puis dire. T'avais Dragic, t'avais des vrais meneurs de jeu, des vrais initiateurs, quoi. Exactement. Et donc quand tu vois la saison de Bam, tu comprends mieux pourquoi ils étaient vraiment tous après Lillard la saison passée, quoi, parce que c'était en effet exactement le profil qui manquait à Bam pour pleinement s'exprimer. Je vais laisser Paul compléter, puis je pense qu'on aura fait déjà un premier tour intéressant sur Bam, et on pourra passer au deuxième nom. Mais pour moi, il est vraiment... ce qui montre cette saison, il nous montre, tu vois, c'est vraiment ce truc de... Les joueurs qui sont forts, mais ils sont un peu au-dessus d'une certaine limite. Et donc, tu es obligé de leur confier plus de responsabilités qu'un joueur qui serait typé role-player. Mais pour autant, tu n'as pas le leap sur l'efficacité. Et donc, tu es dans une espèce de truc un peu merdique où à la fois, il est trop fort pour que tu limites son rôle, mais lui confier un rôle plus important, tu baisses tellement l'efficacité que c'est un peu merdique, quoi. Et je trouve qu'avec ces joueurs, t'en es même à te dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un joueur qui est à la limite, mais pas au-dessus, qui certes va être limité, mais beaucoup plus facile à encadrer, qu'avoir le joueur qui est un peu au-dessus, quoi. Paul, je sais pas ce que t'en penses, et puis je te laisse le mot de la conclusion sur notre cher Bam Adebayo. En fait, ton parallèle avec Gafford, il a du sens, parce que, il y a une question qui se pose, c'est parce que là, Bam Adebayo, je sais que dans les années à venir, il a pris contrat max, voire super max, il va être payé plus de 40 millions d'euros, et avec ce qu'il produit, je suis pas en train de dire qu'il n'a pas d'impact, évidemment, il a beaucoup d'impact, même en attaque. Mais avec ce qu'il produit, est-ce que tu n'as pas plus intérêt à avoir... Alors, je dirais pas Daniel Gafford, mais tu vois, un profil un peu comme Lively, tu vois, quand même assez impactant, pour beaucoup moins cher. Après, bon, Lively, là, c'est un rookie, donc c'est différent, il a son contrat rookie. Mais un profil de rim runner élite, mais qui est payé 2 fois moins cher. Parce que tu vois, Jarrett Allen, pour moi, Jarrett Allen, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas de débat entre Bam Adebayo et Jarrett Allen. Pour moi, là, Jarrett Allen, il fait une meilleure saison que Bam Adebayo. Et est-ce que tu préfères pas avoir Jarrett Allen pour 20 millions d'euros que Bam Adebayo pour 40 millions d'euros? Parce que vous l'avez bien dit aussi, il y a un effectif à côté qui n'est pas assez fort offensivement. Même si cette saison, finalement, là, ils sont top 10 attaque. Et il y a des choses qui sont
enfin qui marche bien mieux depuis que Duncan Robinson a été mis dans le 5. Mais il y a un vrai sujet. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un sujet au niveau du coaching. On va pas trop déraper là-dessus, mais c'est pas normal que quand je regarde certains matchs, qu'on laisse Bam Adebayo prendre autant de mid-range. Il doit y avoir des choses qui soient mieux mises en place, etc., quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. La shooting chart de Bam Adebayo, elle est aussi à imputer au coaching, parce que c'est pas qu'une question de je me retrouve sur des short rolls et je me retrouve à faire des mid-range. Il y a un peu un truc de un volume d'isolation presque à mi-distance qui est un peu étonnant, et tu pourrais effectivement te demander si Spoelstra va dans le bon sens. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord pour passer au deuxième joueur? Est-ce que ça vous va? Parfait. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on fasse peut-être un peu pareil sur le deuxième joueur, c'est-à-dire qu'on commence par ce qui fonctionne et puis qu'après on dérive doucement vers ce qui va moins. Le deuxième nom, je vais m'en occuper, ça va peut-être un petit peu vous étonner, mais moi je trouvais ça intéressant d'en parler. D'ailleurs dans son équipe on a hésité avec un autre joueur qui est Dante DiVincenzo, mais qui était plutôt dans la catégorie role player, donc on s'est dit que c'était moins intéressant. C'est Rudy Gobert. Rudy Gobert qui, selon moi, est l'une des raisons des difficultés, même si ça va mieux dernièrement, mais est l'une des raisons des difficultés des Wolves. Commençons donc par ce qui fonctionne. Je ne suis pas sûr qu'on aille très très long sur ce qui fonctionne, parce que je trouve qu'il y a un peu tout qui fonctionne moins bien que l'année dernière, et que la question c'est plus est-ce que ça fonctionne vraiment beaucoup moins bien ou est-ce que ça fonctionne qu'un peu moins bien. Mais est-ce qu'on est d'accord, messieurs, pour dire que Rudy Gobert est toujours un joueur élite défensivement dans la protection de cercle, et que moi je vais revenir après dans les détails dessus, mais même si c'est peut-être un peu moins impactant que ce qu'on avait les autres saisons, on reste encore sur un joueur élite défensivement. Oui. J'y vais. Oui, je suis plutôt, enfin, je suis même totalement d'accord avec ce que tu dis au sujet de comment dire, de la défense et de la protection de cercle. Après, en fait, le vrai truc, on va revenir en détail dessus, c'est que l'année dernière, ils avaient une défense tellement élite que même en restant aujourd'hui très bon, bah, il est obligatoirement moins bon que la saison précédente, quoi. Et donc c'est un peu comment dire, ce recul-là qui fait énormément mal aux Wolves. Pour vous donner une petite idée de comment dire, d'une juste statistique, donc comment dire, le shoot, à quel point il réduit le pourcentage de réussite au cercle de la saison, de l'adversaire qui shoot, quand lui il est sur le terrain en défense de cercle. Donc l'année passée il était à moins 13,4%, ce qui est stratosphérique. Cette année il est à moins 5,5 ou moins 6, j'ai plus les stats sous les yeux. Donc il a divisé par 2 entre guillemets son pourcentage de protection. Alors c'est pas du tout à imputer qu'à lui, parce que c'est un travail collectif, même on n'a pas évoqué son nom, mais même McDaniel c'est un peu moins bien que la saison passée. Enfin voilà, il y a plein de choses. L'ajout de Julius Randle, pour l'avoir connu à New York, c'est pas l'assurance tout risque défensive, mais on voit qu'il est passé comment dire, d'une saison historique à juste une bonne saison, quoi. Et cette différence fait très très mal. Ouais, sachant que effectivement ça va un peu mieux dernièrement, mais j'en reparlerai dans le détail. Là où j'ajoute un élément à ce que tu dis, tu l'as un peu esquissé à la fin, on était sur une saison all-time des Wolves, oui, voilà, et aussi de Rudy Gobert. Et il faut toujours avoir en tête que les saisons all-time, c'est rare qu'elles durent 2-3 ans, enfin, c'est par définition. C'est-à-dire que quand vous regardez des saisons all-time dans un secteur, souvent ce que vous allez constater, c'est que vous avez une saison all-time qui est entourée de 2 bonnes saisons ou de 2 très bonnes saisons, mais on reste rarement pendant 2-3 ans sur du all-time, donc forcément ça redescend. Maintenant, effectivement, passer de moins 13% à moins 5%, déjà moins 5%, c'est très bien, sans être élite de chez élite. Et par contre, passer de moins 13% à moins 5%, c'est effectivement énorme. Paul, est-ce que toi, tu vois d'autres choses, en tout cas, sur Rudy Gobert qui fonctionnent? Et puis sinon, t'inquiète pas, je vais vous alimenter avec ce qui va pas, parce que j'ai de quoi faire. Non, après, moi, je trouve que ce qui fonctionne, ce qui est un peu mieux sur les dernières années, c'est le passing chez Rudy Gobert. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une augmentation au niveau de son passing, mais il y a aussi une augmentation au niveau de son déchet aussi, quoi. Parce que, voilà. Mais je pense que sur ce qui fonctionne bien, on a fait le tour. Ouais. Et bah, du coup, tu m'as lancé sur le premier sujet, qui pour moi est dans... Oui, Ben, tu avais un élément complémentaire, excuse-moi. Ouais, juste pour ajouter un petit truc, parce qu'on vient de parler défensivement, je trouve que ça reste quand même un excellent poseur d'écran
Et ça, faut le souligner. Enfin, pour avoir Karl Anthony Towns dans mon équipe qui fait une faute offensive sur 10 possessions en écran mobile, avoir un poseur, musclé et qui le fait correctement, je trouve que c'est quand même pas mal. Même si t'as pas l'air tout à fait d'accord avec ça, Ben. Si, je suis complètement d'accord. Ok. Effectivement, il y a la Ouais. partie poseur d'écran. Et Ouais. je réfléchissais et je me disais que on a vu l'explosion du nombre de pull-up à 3 points pris par Anthony Edwards. C'est aussi lié au fait qu'il peut se connecter avec Rudy Gobert et qui forcément lui donne toujours ce premier espace sur l'écran dont il peut profiter. Donc non, si, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je vais sur les choses qui fonctionnent à mon sens pas. Bon. Pour moi, cette saison, Minnesota a un énorme souci de spacing, en fait, à proprement parler. Et quand j'entends de spacing, je ne parle pas tant d'espacement du terrain à 3 points, mais bien de zone de jeu des joueurs. Je vais expliquer, et qui fait que Rudy Gobert, en fait, est beaucoup plus mobilisé sur la création qu'il ne l'était l'année dernière. En fait, le passage de Randle à Karl Anthony Towns, pour moi, l'élément le plus important dans ce passage-là, c'est pas tant l'efficacité à 3 points, c'est pas tant la passe, c'est les zones de jeu. Karl Anthony Towns était un joueur à Minnesota qui jouait dans une zone qui est derrière la ligne à 3 points. Là où Julius Randle le fait un peu par moment, mais n'est pas respecté, donc ça contracte le terrain. Mais naturellement, sa zone de jeu à Julius Randle, elle est à mi-distance. Et donc, vous comprenez bien que si on passe d'un cas où on a 4 joueurs qui sont derrière la ligne à 3 points, et un joueur sous la ligne à 3 points à 3 joueurs derrière et 2 joueurs sous la ligne à 3 points, ça réduit l'espace qu'on a sur le terrain. Et le principal impact de cette réduction de l'espace sur le terrain, c'est que l'aide qui vient du joueur de Julius Randle vers Rudy Gobert, elle est beaucoup plus rapide. Et donc, comme elle est beaucoup plus rapide, le défenseur de Rudy Gobert a beaucoup plus de liberté pour monter sur le porteur de balle. Et donc, si le défenseur de Rudy Gobert monte sur le porteur de balle, ça veut dire qu'on a une prise à 2. Et donc, si on a des prises à 2, on a des short rolls. Et en fait, c'est surtout là que je voulais en venir. C'est que le problème structurel de spacing de Minnesota fait que Rudy Gobert est beaucoup plus mobilisé que l'année dernière sur le short roll. Et que je le trouve vraiment pas bon. Et que clairement, les équipes le ciblent en fait. Je pense sincèrement que les équipes ciblent en fait cet aspect-là pour aller le mobiliser particulièrement sur le short roll. Premier élément pour vous donner des éléments statistiques pour vous montrer ça, l'augmentation énorme de son volume de turnover. Il est quasiment à 20% de turnover percentage, donc en gros sur le volume d'actions qui finissent soit par un tir, soit par une passe D, soit par des lancers francs, soit par un turnover. Il y en a 1 sur 5 qui finissent là-dedans pour lui, il est 15e percentile à son poste. Et on a également sur les touches de balle, j'y vais très rapidement, mais en gros, il était à 11 touches de balle dans la raquette, il est passé à 8 alors qu'il a le même volume de touches de balle général. Il était à 0,3 points par touche de balle marquée, il est passé à 0,23. On a globalement beaucoup plus de touches de balle de Rudy Gobert qui sont en dehors de la raquette. Et ça grippe totalement leur jeu parce qu'il a un decision making sur le pick. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui pour moi n'est vraiment pas bon. Et en fait, je pense que les 2 années passées avec Kat lui ont permis d'avoir énormément de répétitions de la même action. Et là, on l'a sorti de ces répétitions auxquelles il était habitué et on voit qu'il est paumé, quoi. Enfin, qu'il est insuffisant, qu'il est nettement insuffisant sur le playmaking. Paul, je te relance parce que tu disais que toi, tu trouvais que sur la partie playmaking, il y avait une progression. Est-ce que ces éléments-là du début de saison, tu les sens aussi ou est-ce qu'à l'inverse, peut-être tu n'es pas d'accord Peut-être on peut bien sûr ne pas être d'accord. Je les sens moins, mais je pense que j'ai la vision des Wolves aussi de l'année dernière, notamment en playoff où le passing de Rudy Gobert sur plein de séquences était intéressant. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est aux Wolves, il y a eu sur 2 saisons une vraie volonté, notamment l'année dernière, on l'a vu, d'avoir une relation entre Kat et Rudy Gobert sur des actions. Et c'est vrai que là, avec Randle, on ne le voit pas vraiment. On ne le voit pas parce que Randle, il n'est pas assez fort sur du shot-making que Karl Anthony Towns. Mais il y a aussi le côté, est-ce que ils arrivent à En fait, je pense qu'ils ne se projettent pas beaucoup avec Randle. Et ça se voit dans le coaching. Parce qu'au niveau du coaching, il n'y a pas beaucoup de jeux à 2 qui sont faits avec Randle et Rudy Gobert. Et quand il n'a pas... Et vu que aussi à côté de lui, Anthony Edwards, il n'est pas suffisamment fort pour créer de l'offense avec Rudy Gobert sur du passing et pour le mettre en valeur, ce qui fait que les défauts de Rudy Gobert se voient d'autant plus maintenant
mais c'est aussi lié à tout le contexte autour, quoi. Et des mecs aussi qui répondent pas vraiment aux attentes. On pourra peut-être vite fait parler de Dante DiVincenzo aussi. Ben, t'en penses quoi, toi, cette partie un peu playmaking de Rudy Gobert et implication dans l'attaque là sur ce début de saison? En fait, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Ben, mais en fait, en même temps, je me dis, oui, c'est une déception, mais est-ce que c'est surprenant? Enfin, en fait, comment dire, Rudy Gobert n'a jamais eu cette fibre passeur, cette fibre créateur, etc. Enfin, même personne ne l'attendait enfin, sur cette thématique-là. Et donc, en fait, ça me paraît tout naturel pour les adversaires de le cibler. Et personne ne s'attendait à ce qu'il, d'un coup, progresse et perde ses turnovers qu'il a depuis quasiment le début de sa carrière, quoi. Parce que tu as cité les chiffres du turnover percentage où il est à 19%. Les années précédentes, il a 14%, 16%, 16%, 15,8, 16,7. Enfin, c'est pas non plus, il n'est pas passé de 5% à 20% en une saison. Ce que je veux dire, c'est qu'il a toujours eu cette fibre perte de balle, enfin le rapport passe-perte de balle a toujours été énorme pour Rudy Gobert. Donc je suis d'accord avec toi que c'est complètement exacerbé cette année avec le schéma qu'il y a autour de lui. Maintenant, est-ce que c'est surprenant? Je suis pas surpris parce que c'est un profil comment dire, qui peut ne fonctionner que dans une attaque ultra fluide, quoi. Et là, elle l'est pas, et donc son profil subit encore plus les conséquences de ça. Alors, ce qu'il faut ajouter sur le turnover percentage, c'est qu'en plus, il a un usage en baisse. Ce qui, normalement, doit plutôt... Généralement, quand vous êtes un bon joueur, vous avez un usage en baisse, ça doit plutôt donner lieu à une augmentation de votre efficacité. Parce qu'en réalité, c'est-à-dire que vous êtes plutôt en bout de chaîne et donc ça doit fonctionner. Sauf qu'en fait, la réalité des matchs, c'est effectivement qu'il est ciblé. Alors, je vois ce que tu veux dire, Ben. Mais toutefois, je rappelle quand même que Rudy Gobert est un joueur à 40 millions l'année. Que les Wolves ont dû faire un choix entre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns et qu'ils ont choisi de garder Rudy Gobert. Et donc, effectivement, cette saison rappelle à quel point c'est un joueur à très fort compromis. Et tu vois, une des réflexions, j'en parlais avec des potes cet après-midi, une des réflexions qu'ils m'ont fait, c'est ils m'ont dit, ouais, mais est-ce que c'est à lui de faire le jeu? Ouais, mais en fait, pour moi, ça se lit pas comme ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, les défenses sont capables d'aller insister sur un point très faible s'il est trop faible, en fait. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Rudy Gobert, il est vraiment trop faible sur ce registre-là, et donc les défenses insistent pour justement faire en sorte qu'il soit beaucoup mobilisé là-dessus, et il faut un minimum d'efficacité. Sinon, c'est pas gérable, quoi. Sur ce que disait Paul sur la connexion avec Randle, je poursuis du coup parce que c'était mon deuxième point. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y avait deux éléments sur la connexion Towns-Gobert qui étaient intéressants. Le premier, c'était la connexion justement Towns-Gobert, c'est-à-dire Towns vers Gobert, qui pour le coup était beaucoup utilisé sur des short rolls, où Towns profitait de son playmaking, arrivait assez bien à trouver Rudy Gobert sous le cercle, comme à une époque il le faisait très bien avec Jared Vanderbilt. La connexion avec Randle, elle se fait pas parce que Randle, il joue pas des short rolls. Randle, il joue surtout des isolations, et donc ils essayent de le remplacer un peu par du jeu high-low, mais qui est pas du tout fonctionnel pour l'instant. Et donc, effectivement, il y a un problème sur cette connexion avec Julius Randle. L'autre élément, c'est que Rudy Gobert avait créé un début de connexion avec Towns sur du jeu de passe où il y a eu beaucoup de répétitions assez faciles, où il fallait trouver Towns sur des passes pas très compliquées à 3 points, ce qu'il arrivait à faire. Et aujourd'hui, c'est devenu des passes à mi-distance ou des passes de cut. Et c'est là qu'on voit aussi les limites de Rudy, quoi. Qui peut en trouver une ou deux sympas de temps en temps, mais qui globalement va en perdre pas mal quand ça devient une passe un peu complexe. Donc je pense aussi qu'il souffre quand même du manque de spacing qui est assez important de l'équipe, parce que Edwards met beaucoup de tirs, mais c'est beaucoup de pull-up. En plus, Conley a été un peu blessé. Effectivement, tu remplaces Towns qui était leur meilleur shooter par Randle qui est pas un bon shooter, et puis bon, c'est sûr, c'est un impact, mais là je commence un peu à tourner en rond. Est-ce que sur le lien avec Randle, je pense que ça peut être intéressant de vous entendre un peu plus là-dessus, parce que c'est sûr que c'est un axe fort de la saison de Rudy Gobert, quoi. Je sais pas si Ben ou Paul, tu as envie d'y aller. Ouais, bah comme Paul l'a évoqué tout à l'heure, je prends la parole et je les laisserai rebondir après dessus. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous deux sur ce que vous avez dit, sur ce lien qui s'était parfaitement créé avec Towns et qui est
complètement reparti de zéro là avec Randle, et on le voit notamment avec les Knicks. On voit à quel point Towns est un excellent passeur pour un intérieur. C'est quelqu'un qui arrive à trouver des cuts. Voilà, je vais pas faire ma promo, mais j'ai mis 2-3 vidéos sur Twitter des passes sur cut de Karl Anthony Towns pour des joueurs comme Bridges ou Anunoby. Et on voit à quel point, dans le timing, c'est un excellent passeur. Et qui dit bon passeur sur cut, dit que normalement, tu arrives à trouver ton intérieur qui roll. Tu peux le trouver dans des situations au poste. Il a envie toujours d'en avoir, Gobert. Bon, c'est pas très rentable et c'est pas très 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 intéressant, mais tu peux le trouver un tout petit peu comme ça. Tu peux le trouver dans des situations de catch and finish, etc. Là où Randle a beaucoup plus ce côté naturellement individualiste, qui fait que ça, couplé au fait qu'il n'est, je pense, pas projeté dans un futur collectif, tu te retrouves avec le néant. D'autant plus que le reste de l'effectif est lui aussi un petit peu en régression, sachant que l'année dernière, c'était pas déjà une superbe attaque, parce que l'année dernière, ils ont fait une excellente saison, mais c'est parce qu'ils étaient une défense élite, et ils étaient entre 15e et 20e à l'offensive rating. Donc de base, ils partaient pas non plus avec des armes incroyables offensivement. Il manque plus qu'une petite régression de McDaniels, le changement de Cat à Randle, un Mike Conley qui a 1 an de plus. Bah, tu te retrouves mis bout à bout. C'est sûr que Gobert il peut pas assumer la différence, quoi. Vas-y Paul, je te laisse la main. Moi, je trouve que justement, on se focus peut-être trop sur la relation Randle-Gobert, et que le but, c'est, je pense qu'ils arriveront jamais à retrouver le début de synergie quand même assez intéressante aussi en termes d'efficacité qu'il y a eu entre Towns et Gobert, et qu'il faut peut-être aller chercher cette synergie ailleurs avec d'autres joueurs. C'est pour ça aussi qu'ils sont allés prendre Randle, c'est parce qu'il y avait Donte DiVincenzo. Sauf que moi, j'avais peut-être pas vu, mais à quel point est-ce que Donte DiVincenzo, balle en main, c'est compliqué au niveau du dribble, au niveau du handle. Là, on le voit vraiment. Alors, je pense que je l'avais pas assez vu au Knicks, mais là, ça se voit vraiment. Et il y a aussi le fait que Mike Conley, cette saison, tu sens quand même qu'il y a un drop, parce que c'est normal, il a 37 ans, il a 38 ans. Il y avait une vraie relation aussi dans le jeu entre Conley et Gobert. On la retrouve un peu moins. Et je pense que si tu regardes les chiffres d'efficacité, elle est aussi moins efficace, quoi. Et justement, ils ont drafté un gars dans le top 8 qui est Rob Dillingham, et je comprends pas pourquoi il joue pas plus. Je comprends pas pourquoi Chris Finch le fait pas plus jouer. Ils ont un plancher défensif, on le sait. Les gros problèmes, ils sont offensifs. Tu as drafté un joueur qui est largement, pour moi, NBA ready pour créer de l'attaque, et ils le font pas jouer. Et je suis persuadé que Rob Dillingham avec Rudy Gobert, tu peux avoir un pick and roll ultra efficace, parce qu'il y a un superposeur d'écran qui est quand même encore un très bon roller, et un joueur avec Rob Dillingham qui est capable d'exister à travers du passing, du scoring, et un peu de pénétration quand même sur drive. Donc je pense que justement, l'efficacité et la synergie que tu avais avec Kat et Gobert, il faut aller la chercher, pas forcément avec Randle, mais avec d'autres joueurs. Le problème, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont décevants, et il y a certains joueurs qui sont intéressants, mais qui jouent pas, quoi. Dans le prolongement, sur ce que tu dis, moi je trouve que les séquences qui sont courtes, et je suis d'accord avec toi, je comprends pas trop pourquoi, Dillingham, Edwards, McDaniels, Naz Reid, Rudy Gobert, elles sont mais tellement fluides sur la complémentarité des joueurs, et c'est tellement évident quand tu les vois jouer. Alors, ils n'ont pas beaucoup de répétitions, donc l'efficacité n'est pas encore dingo, mais quand tu les vois jouer, c'est évident que ce 5-là peut être fonctionnel, quoi. C'est totalement évident. Tout match, en fait. Les tendances naturelles des joueurs matchent ensemble, en fait. Après, Ben, tu voulais peut-être reparler de... Je me permets, juste rebondir de Rob Dillingham. En effet, il a joué 75 minutes cette saison, donc c'est sur des très très petites séquences, et je suis d'accord que ça mérite d'être exploité, beaucoup plus exploité, pardon. Mais oui, en fait, DiVincenzo, j'ai l'impression que les Knicks, on a un peu, truqué la marchandise de DiVincenzo, parce que les gens ont oublié, sont un peu passés à côté, mais DiVincenzo, c'est quelqu'un qui perd énormément de ballons, qui n'est pas un porteur de balle efficace sur tout le début de sa carrière. Il passe, alors j'ai plus les stats, mais il a des pourcentages de ballons perdus qui sont vraiment très très mauvais, donc 17%, 14%, 15%, ça c'est ses années précédentes. Il arrive au Knicks, Thibodeau arrive à le canaliser, à lui trouver un rôle qui lui correspond plus, où il touche moins le ballon offensivement, touche moins le ballon dans de la création, il est plus vraiment dans du shot making,
et ça lui a réussi. Et là, il est réutilisé un peu comme les années, notamment celle aux Warriors, où ça n'a pas trop fonctionné, la fin de Milwaukee, ces choses-là. Et il retombe un peu dans ces travers qu'il avait historiquement, quoi. Donc, je sais pas si comment dire, il est sûrement, déjà, il est en sous-performance au shoot, parce que c'est la première fois de sa carrière où il shoot aussi peu bien, aussi mal. Mais par contre, au niveau de la création extérieure qu'on avait peut-être un peu survendu à New York, je suis pas sûr qu'il puisse recréer grand-chose avec Gobert, quoi. Tu m'avais envoyé, Ben, une liste de stats sur DiVincenzo sur son pourcentage de turnover par saison. 2021-2022, on était à 16%, 2022-2023, 16%, 2023-2024, donc avec Thibodeau, 9%, et 2024-2025, on repasse à 16%. Effectivement, Thibodeau, et on en a souvent parlé sur ce podcast, est un maître pour contenir les role-players dans un rôle où ils sont efficaces et leur permettre de naviguer dans des zones de confort et de clairement identifier en fait leurs limites. Et c'est sans doute le principal point fort de Tom Thibodeau d'ailleurs, et on le dit souvent, c'est sa capacité du coup derrière à donner l'impression d'inventer des joueurs. Je veux pas qu'on fasse trop long sur Rudy Gobert parce qu'on s'est donné 1 heure et que le but c'est qu'on s'y tienne. J'avais juste un dernier élément, mais vous en avez déjà un peu parlé, qui est sur la défense, où je trouve quand même que la machine est un peu déréglée. Je pense que c'est lié effectivement à l'alchimie défensive qui est moins bonne. Et c'est mieux dernièrement parce que les extérieurs redeviennent dominants. Et le meilleur exemple de ça, c'est Anthony Edwards qui s'était un peu perdu sur la défense et qui a remis un petit coup là, dernièrement sur la défense. Et tout de suite, ça remonte. Et donc, le chiffre d'impact près du cercle que vous a donné Ben était probablement encore un peu plus bas sur les 4-5 premières semaines de la saison et est en train de remonter doucement. Mais meilleur exemple qu'on a, et encore un sujet dont on a souvent parlé ici, c'est Brook Lopez. Si tes extérieurs tiennent pas les duels, c'est toujours plus dur d'avoir de l'impact sur la protection de cercle. Non, je dis un tout dernier élément pour conclure. Je trouve quand même que Minnesota avait fait venir Rudy Gobert, ce qui avait donné lieu à une augmentation de la qualité de Towns. Et on s'était dit, en fait, Towns, il a besoin de Rudy Gobert pour exister. Et tout le trade de Rudy Gobert avait été fait pour Towns. Je trouve que cette saison, elle nous donne un peu l'impression que Rudy Gobert, pour exister offensivement, il est un peu obligé d'avoir un cheat code à côté de lui pour exister, quoi. Parce que ça marchait avec Towns, qui est quand même un joueur très très particulier offensivement et qui pose énormément de soucis. Et ça marchait avec Donovan Mitchell, mais qui a une telle capacité à faire des écarts sur le pic que malheureusement tu peux pas la retrouver partout. Et donc voilà, je trouve que cette saison remet quand même un peu en évidence les limites de Rudy Gobert. Mais on va s'arrêter là-dessus parce qu'on a déjà largement parlé de lui et je vais laisser la parole à Paul pour le dernier joueur. Alors le dernier joueur, c'est Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, on va pas refaire toute sa carrière, mais en gros, pour revenir un peu quand même sur l'année dernière, il nous avait fait un mois de novembre, Tyrese Haliburton, à 29 points presque et 12 passes décisives de moyenne. Enfin, j'étais impressionné de son mois de novembre. Après, bon, si tu regardes la concu, je pense pas que dans la conférence Est, il avait fait des perfs contre des énormes équipes, mais c'est quand même assez exceptionnel. Je pense que des mecs qui ont fait d'autant bonnes stats avec un true shooting sur le mois qui était quand même à 69%, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la ligue, je pense. Des mecs qui ont fait des aussi bonnes stats. Il a eu une blessure en janvier et à partir de 2024, il y a eu quand même une vraie baisse au niveau du volume au scoring. En février et mars, il est à 16 points de moyenne pour 9 passes D de moyenne aussi, avec une efficacité qui baisse. Et depuis la blessure, j'ai l'impression qu'on l'a perdu beaucoup quand même, le Tyrese Haliburton. Alors en play-off, il y a eu du bon et du moins bon, mais globalement, bon, c'est quand même le franchise player qui est allé en finale de conf de son équipe. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec cette blessure, mais tu sens qu'il y a un avant et un après blessure pour Tyrese Haliburton, quoi. Et cette saison, bah, c'est décevant. Il y a 2,5 points de moyenne en moins, il y a 2,5 passes de moyenne en moins. Il y a un impact qui est très négatif. Et pour vous donner un peu des stats quand même, notamment sur son équipe, les Pacers, quand il est sur le terrain, elle a le 2e percentile de fréquence au cercle, moins 7,3% de fréquence par rapport à quand il n'est pas là, en attaque. Et donc le 2e percentile aussi d'efficacité au cercle en attaque. Donc en termes de fréquence, c'est horrible. Et en termes d'efficacité, c'est aussi horrible aussi. Et sur transition, pour moi, c'est quand même les deux sujets avec Tyrese Haliburton, c'est qu'il n'arrive pas à créer suffisamment de paniers faciles, déjà dans un premier temps pour ses coéquipiers et aussi pour lui-même. Et sur transition, l'année dernière, il était dans le 91e percentile de points ajoutés par possession. Et cette saison, il est seulement dans le 14e percentile.
Donc il y a déjà ces deux sujets-là en attaque qui fait qu'on a perdu le Tyrese Haliburton, très bon ball handler, finalement plutôt bon driver, et on a un Tyrese Haliburton aujourd'hui qui existe uniquement à travers presque que du pull-up, sauf que le pull-up, en fait, cette saison, il rentre pas trop. Il est à 33% à 3 points, un truc comme ça. Et alors, pour le coup, quand il est sur le terrain, son équipe, elle a le 90e percentile de fréquence de 3 points. Sauf que il y a des joueurs qui ne jouent pas forcément très bien à 3 points aux Pacers. Et on a un joueur qui arrive plus à créer de l'offense suffisamment de manière efficace, parce que justement, il y a cette fréquence au cercle et cette efficacité qui, pour son équipe, est plus du tout présente, quoi. Moi, il me semble que sur Tyrese Haliburton, je vais reprendre la dernière stat que tu as donnée. C'est la stat de l'efficacité sur le pull-up à 3 points. Tyrese Haliburton est un joueur qui a eu une séquence dans sa carrière un peu étonnante, qui a duré 1 an et demi, durant laquelle il tournait à 40-45% sur pull-up à 3 points. Cette séquence, elle correspond à son transfert à Indiana jusqu'à sa blessure de l'année dernière. Et en fait, tu prends le mois de novembre de l'année dernière, on est là-dedans, je crois, de mémoire. J'avais regardé l'année dernière, je fais un peu de mémoire, mais on était à 46-47% sur le pull-up à 3 points. C'était complètement délirant, quoi. Et donc, forcément, quand tu es sur un stretch aussi long, de 1 an et demi, où tu es à 40-45% à 3 points sur pull-up, la défense, elle change complètement sur toi, tu te mets à doubler sur les écrans, et donc là, pour le coup, tu profites de sa lecture qui est excellente. Le problème, c'est que depuis février, effectivement, son efficacité en pull-up est en baisse. Tu l'as dit, 33% sur cette saison. Et que dans le même temps, on avait déjà de base un joueur qui n'avait pas un premier pas de dingue, qui a toujours pas un très bon premier pas, et qui en plus, dans ses tendances naturelles à lui, est pas un mec qui, moi, je trouve, pour le coup, est très agressif au cercle. Et l'année dernière, tu as raison, il le faisait un peu, mais c'était vraiment pour kick-out, quoi. C'était vraiment du drive pour aller chercher du kick-out à 3 points et pas pour finir de manière agressive. Et donc, pour justifier ça, cette saison, il a 13% de fréquence au cercle. Il est 11e percentile de la ligue au cercle. Et forcément, si tu n'es plus très efficace à 3 points, en fait, la défense se remet à faire du drop sur le pic contre toi, donc à descendre. Et donc, t'as pas de premier pas, t'as pas d'explosivité. Donc, en fait, tu vas jamais au cercle, quoi. Et donc, la vraie question que je me pose, et que je te pose aussi dans le même temps, c'est on arrive à un moment là avec Haliburton où tu as une première partie de carrière où tu t'es dit il y a des trucs pas mal sur le 3 points en bout de chaîne, il y a des trucs vraiment pas mal sur la passe. Une deuxième partie de carrière, on se dit putain, c'est en train d'exploser complètement. Et comme ça a duré 1 an et demi, la surchauffe à 3 points, on s'est dit mais en fait c'est son vrai niveau à 3 points, avec un shoot quand même dégueulasse. Et là, on retombe sur un truc où finalement avoir à 33% Tyrese Haliburton sur le pull-up, ça paraît pas déconnant. Et pour moi, et là je vous relance là-dessus, pour moi la vraie question sur Tyrese Haliburton, c'est que moi il me donne l'impression que son vrai niveau, c'est le niveau de maintenant en fait. Et c'est pas le niveau qu'on voyait avant. Et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Ben, toi qui l'as donné. Alors, ouais, moi c'est mon grand ami, c'est mon comment dire, mon némésis, mais j'ai même plus besoin de l'insulter, il est suffisamment nul, donc maintenant tout est réglé. Il a quand même dit que c'était son némésis, quoi. Normalement ton némésis c'est ton grand ennemi, mais normalement il y a une sorte de réciprocité, tu vois, dans la haine. Ouais, c'est un peu unilatéral malheureusement, mais bon, c'est bon, c'est un peu dommage. Mais oui, non, plus sérieusement. Il y a plusieurs choses. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit son vrai niveau. Je pense que son vrai niveau, il est entre les deux, quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais il n'est pas à 44%, il n'est pas à 33%. Il est à 37, 36, 37% s'il faut mettre des chiffres. Ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait qu'il reste aussi bas longtemps. Je pense qu'il y a un vrai souci avec la blessure. On ne sait pas tout. Je trouve que c'est assez dommage qu'il ait fait, enfin ça se refuse pas, mais qu'il ait participé à la Team USA cet été. Ça aurait mérité un peu plus de. Non, mais il a fait les citrons, il a fait les citrons avec John Tatum. Oui, mais t'étais dans le. Enfin, t'aurais mérité peut-être un peu de repos, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, c'est pas pour les minutes qu'il a passé sur le terrain que ça l'a crevé. Mais t'es dans un truc où tu t'entraînes, tu fais moins de soins, moins de repos. Je pense qu'en fait, son corps nécessitait d'être reposé parce que faut se rappeler qu'il a accéléré son processus de retour l'année passée parce que il voulait être candidat All-NBA
pour pouvoir avoir les potentiels bonus sur son futur contrat. Et donc en fait, il est revenu sans être totalement rétabli. Donc tu fais ça, plus Team USA, t'es physiquement pas du tout remis, quoi. Donc je pense que c'est beaucoup lié à son physique. Après, il y a un autre élément qu'on n'a pas abordé, et qui, je pense, l'empêche de driver comme il le faisait avant. Alors avant, ça a jamais été Doncic ou SGA, mais il y a des moments où il était à 20-25%, 28% de drive de finition au cercle, donc une majorité de drive. C'est l'arrivée de Siakam. C'est que ça correspond. Son moment de retour de blessure correspond à peu près à l'arrivée de Siakam. Donc est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est aucun? On ne sait pas trop. Mais en fait, Siakam, c'est un joueur qui prend, alors j'étais en train de regarder, je reprends juste la stat, fréquence, il est à 41% de shoot sur la zone de mid, dont 30% sur les short mid. Ce qui réduit énormément ton spacing, et ce qui réduit les lignes de drive. Tu as Miles Turner qui te permet d'écarter. T'es pas dans un 5-out total qui aurait pu permettre à Tyrese de se retrouver avec des shoots plus simples. Donc je pense que c'est un peu un cumul des deux, mais ça m'étonnerait pas qu'après une mauvaise saison, un été un peu long de repos, on retrouve un niveau correct, même peut-être sur cette fin de saison ou la saison prochaine, notamment au pull-up, qui est vraiment là à des niveaux pas du tout Haliburtonesques, quoi. Paul, t'en penses quoi, toi? Ouais, moi je pense que je suis assez d'accord avec Ben. Je pense que son niveau, il est entre sa saison et son début de saison assez exceptionnel l'année dernière, et sa saison un peu dramatique cette année. Je pense qu'avec Tyrese, il y a un truc aussi qu'on oublie, c'est que c'est quand même un bon driver. C'est un mec de base qui a un bon handle, qui a de la manipulation de défense en lui, tu vois, qui sait comment manipuler la défense et tout, et c'est quand même quelqu'un qui a du toucher. Il est l'année dernière, il était à 59% sur ses short mid, mais cette année il est quand même à 54%. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu moins de volume. Je pense qu'il y a un sujet aussi collectif sur le fait que l'année dernière ils étaient meilleure attaque ou presque meilleure attaque. Cette année ça a bien drop, ils sont même pas dans le top 10 des meilleures attaques. Et j'ai du mal à comprendre aussi un peu l'effectif et où est-ce qu'ils veulent aller, les Pacers, avec cet effectif-là. Autant je peux comprendre le trade de Pascal Siakam parce que c'était une bonne opportunité et tout, mais finalement, Rick Carlisle, il n'en fait pas grand-chose en fait de la relation Siakam-Tyrese Haliburton. Moi, depuis qu'il est arrivé, je vois pas vraiment de jeu à deux, je vois pas des séquences avec les deux, je vois pas des trucs ultra intéressants en fait sur le terrain. Et cette année, il y a aussi un autre truc qui est arrivé, c'est le fait que tu commences à développer, alors il y a eu les blessures, mais tu commences à développer des Jarras Walker et des Bénédicte Mathurin aussi dans ton effectif. Et on commence à voir aussi le problème à côté, parce que là, sur le début de saison, il y a Nesmith qui est blessé. Et en fait, on voit un profil comme Mathurin, qui est un profil de scoreur, shooter, etc., mais qui n'est pas forcément en fait ultra fit à côté de Tyrese Haliburton. Et tu as aussi un profil comme Nembhard, qui est plus créateur pour les autres, mais quand même un peu scoreur aussi. Et au final, tu n'as pas vraiment de joueur très fit avec Tyrese Haliburton. Tu as Nesmith, mais pour l'instant, il ne joue pas. Alors, tu as évidemment Miles Turner dans la raquette, mais Miles Turner, il est en fin de contrat. Je ne sais pas si vraiment il se projette longtemps aux Pacers. Donc, au final, il y a aussi un effectif à côté de lui où il n'y a pas vraiment de synergie qui se passe, ou en tout cas pas assez pour que tu passes un autre cap, parce que le cap offensif, il est quand même là, il y a du talent dans cet effectif. Mais je pense que défensivement, Haliburton, il n'est pas aussi exemple de tout reproche. Il y a des choses qui marchent pas du tout. Je pense que tu vois sur les stats. Défense, hein. On peut le dire, c'est un mauvais défenseur. Ouais, et pourtant l'année dernière en fin de saison, il y a eu des matchs où vraiment il mettait de l'énergie, mais il n'en met clairement pas assez. Et tu vois, son équipe, elle a le premier percentile en turnover percentage en défense quand il est sur le terrain. C'est dramatique. Et donc il y a aussi un sujet en défense, mais bon, là aussi c'est un peu Rick Carlisle, parce que Rick Carlisle, j'ai regardé sur ses 13 dernières années en NBA, ses équipes, elles étaient jamais dans le top 15 des meilleures défenses. Bah ouais, bien sûr, Carlisle, c'est du full attaque. Hein. Mais, donc il y a un sujet là-dessus. Ouais. On avait fait un podcast l'année dernière, quelques temps après l'arrivée de Siakam aux Pacers, où il nous semblait, en tout cas, vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse, mais
ce qu'on trouvait intéressant en fait avec les trades des Pacers, c'est que le but était surtout de sortir de la dépendance Tyrese Haliburton qui était très très forte, et que les trades, notamment le fait de rajouter Nembhard à côté de lui plutôt que Bud Hield, étaient dans la perspective de le libérer un peu de création, parce qu'on s'était dit peut-être que les Pacers avaient conscience que les niveaux de Tyrese Haliburton n'étaient pas tenables dans le temps, et que Haliburton avait déjà quelques premières connexions avec Obi Toppin, avec Miles Turner, et que le but c'était d'en créer des nouvelles sur le terrain, notamment autour de Pascal Siakam, ce qui avait quand même donné sur la deuxième partie de saison un pourcentage de victoire qui était en hausse, alors que leur franchise player n'était pas sur le terrain, ou pas très bon quand il était sur le terrain, et donc c'était plutôt intéressant. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que la baisse de Tyrese Haliburton et la baisse de l'efficacité offensive, à mon sens, montre à quel point, parce que moi c'est un discours que j'ai beaucoup tenu l'année dernière, sur lequel on m'a pas mal tensé. Moi j'ai beaucoup dit l'année dernière que je trouvais que vraiment l'attaque la plus chouette, qui m'intéressait le plus de la ligue, c'était celle des Kings et pas celle des Pacers, parce que les Kings, je trouvais que le fond de jeu générait vraiment beaucoup d'opportunités, là où celui des Pacers, je trouvais finalement, il y avait un côté un peu bordélique. Et dans le bordel, en fait, Tyrese Haliburton était tellement lucide qu'il arrivait à trouver des paniers faciles, des bonnes passes, etc., etc. Et je trouve que ce qu'on voit cette saison montre aussi à quel point le fond de jeu de Rick Carlisle est un fond de jeu qui reposait énormément sur l'incroyable confiance dans laquelle était Tyrese Haliburton, qui lui permettait de générer du jeu pour les autres. D'autant qu'il a une qualité qu'il n'a pas perdue pour le coup, c'est qu'il est quand même très très propre. Il perd très très peu de ballons compte tenu de son usage. Et donc par contre, on a perdu un peu cet élément de créatif, et tout se grippe un peu derrière, quoi. Est-ce que vous aviez d'autres éléments sur Tyrese Haliburton et sur ses problèmes cette saison? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça vous paraît être un bon Ouais, je tour? pense que tout est bon de mon côté. Eh bien écoutez messieurs, je vous propose qu'on se refasse le jeu qu'on s'est fait la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des noms que vous auriez aimé citer aujourd'hui et que vous n'avez pas cités? Alors laisse-moi une seconde, je reprends juste la liste que Moi- j'avais envoyée. Vas-y, je te laisse. Moi, franchement, j'ai failli te parler de Booker et des Suns. Ouais. Je trouve ça quand même très décevant. Enfin, c'est pas Booker individuellement qui est décevant, mais là, les Suns sans KD, c'est quand même très décevant. C'est pas normal d'être autant dépendant d'un mec de 36 ans qui est même pas non plus, qui est plus un top 10 NBA pour moi. Et ouais, il y a plusieurs noms. Il y a Booker, il y a Bill, il y a Nurkic aussi qui est assez décevant. Mais ouais, si j'avais dû prendre un mec, je pense que j'aurais pris quand même Booker. C'est lui le patron de l'équipe et je trouve que sa saison, elle est. Alors sur le passing, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas un énorme volume, mais c'est un très bon passeur. Et je trouve que sur l'intensité en défense et sur le scoring pur aussi, c'est pas suffisant, quoi. Ouais, ok. Ben, tu veux que je donne ma liste pour que tu puisses continuer la tienne? Non, je l'ai, comme Allez, tu veux, vas-y. je l'ai. Vas-y. Alors, bon, donc il y en a plusieurs. Donc, dans les plus stars, il y avait le cas de ton cher et tendre LeBron, qui, on ne sait pas si on peut dire déception, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu commences à avoir cet âge-là, est-ce que c'est triste ou non enfin, est-ce que c'est logique ou non plutôt de voir quelqu'un un peu décliner physiquement? Autant dire que c'est pas très très choquant, mais c'est vrai que qu'il y a des trous d'air qui sont assez des passages qui sont assez inquiétants. Vas-y, je te laisse. Ouais, je complète. LeBron, en fait, effectivement, moi aussi, il faisait partie de ma liste, j'ai failli le mettre. Peut-être qu'on fera un épisode d'ailleurs sur LeBron, ça pourrait être intéressant parce que moi, je vous ai dit après 3 matchs cette saison, je vous ai dit il est fini, c'est terminé. Je l'ai identifié assez vite. En fait, il passe plus l'épaule. Donc, mais il la passe plus du tout, il la passe plus contre personne. Et donc, c'est un joueur génial, donc il est quand même en 23-9-9 parce qu'en fait, son playmaking le fait vivre. Mais clairement, dès que le niveau monte, il est un peu paumé et enfin, il est dépassé physiquement. Et c'est trop compliqué comparé au usage qu'il a. Mais je suis d'accord avec toi, enfin, il a 40 piges. Enfin, à un moment donné, est-ce que tu peux mettre déception à un mec de 40 piges Un petit podcast LeBron Finito pour faire un peu de buzz. Comme ça, on sera tous contents. Ouais, c'est vrai ça, tiens, je me le note. Après LeBron, donc j'avais noté DiVincenzo, on en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a le cas évidemment Jamal Murray, qui est quand même plutôt inquiétant. Il est censé être le second couteau de Denver et il est très très décevant, que ce soit en termes de quantité quantité de ballons joués ou de qualité. Et ensuite, j'avais un joueur, je sais pas si on peut dire que c'est une déception, mais clé quand même, c'est assez
assez dramatique sa saison parce que il y a les comment dire, maintenant il est négatif défensivement et maintenant là sur cette saison en tout cas il a même plus un bon shooting, donc c'est vraiment complexe. Et le dernier que j'avais, c'était un peu dans le même profil que Clay, mais qui est un peu mieux ces quelques derniers matchs, c'était Kevin Huerter, qui a eu un début de saison. Ouais, c'est un peu Ouais, mieux, c'est pour ça, c'est un peu mieux. Mais en début de saison très très compliqué, il était quasiment sorti de la rotation Enfin, pas sorti de la rotation, mais il avait vraiment reculé. Mais en tout cas, c'est un peu mieux. Et en fait, Kevin Huerter, c'est les profils où si le shoot rentre pas, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc si tu te retrouves avec un mec pas très efficace, il est vite un peu inutile. Donc là, c'est un peu mieux, mais voilà, c'était dans ma liste des petites déceptions. Alors, moi, dans les miennes, j'avais effectivement Devin Booker, je me l'étais noté, j'avais Jamal Murray, j'avais LeBron James. J'ai quelques autres noms. Alors, on a échangé entre nous, donc je le dis quand même si aucun de vous deux l'a cité. Moi, je le mettais pas dedans, je trouvais ça trop dur. Il y a Therese Maxey, mais moi, je veux pas le mettre dedans parce que je trouve que c'est assez clair en fait qu'il est dépendant d'Embiid. Depuis le début, notamment de la qualité des écrans d'Embiid. Et l'équipe a été décimée, enfin, c'est un peu compliqué. Je me suis noté quand même, alors je me trouve toujours entre les deux, Michael Bridges. C'est Michael, Knicks. C'est lequel que tu veux? Knicks ou aussi Michael? Ouais, Michael Bridges, moi je trouve ça quand même assez décevant. Pas tant sur la partie attaque, mais surtout sur la partie défense. Ou peut-être parce que je regardais pas assez les Nets l'année dernière, en fait je m'attendais à mieux et finalement c'est pas si bien que ça. Je me suis noté DeAndre Ayton. Alors j'ai dû regarder les Portland que 3-4 fois cette saison, donc c'est pas énorme. Mais enfin, Ayton, il a la limite. C'est déjà énorme. Hein. Mais il est à la limite du foutage de gueule, DeAndre Ayton. Enfin, à un moment donné, il a 26 ans, il fait que baisser sur ses volumes. Et un mec qui baisse sur ses volumes à 26 ans dans une équipe où il a tout pour avoir du volume énorme, enfin, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Je me suis noté Anthony Davis. Et alors là, je pense que ma Lakers Nation me comprendra. C'est pas tant pour la production d'ensemble, c'est parce qu'il y en a marre qu'Anthony Davis ne soit pas un joueur fiable. C'est insupportable. Anthony Davis, à tout moment, tu as 4 matchs importants dans la saison et tu sais pas pourquoi. Il te sort 4 matchs de merde. Et il y a tout qui descend. Dès que le niveau monte offensivement, ça devient pas fiable. C'est-à-dire que ça peut être très bien comme pas bien. Et au bout d'un moment, il en aura le cul, quoi. C'est chiant. Enfin, vraiment, c'est très gavant. Et le dernier, qui faisait partie des joueurs que j'attendais énormément cette saison, il n'est pas arrangé par le contexte. Et c'est pas cata, mais c'est quand même moins bien que ce que j'imaginais. C'est Brandon Miller. Qui a un énorme volume, mais qui sur l'efficacité, putain, ça peine un petit peu à décoller, quoi. Et c'est dommage. C'est pas bien grave, hein, c'est un sophomore. C'est pas très grave, mais ça m'emmerde un peu. Voilà. Je l'ai pas beaucoup vu, mais j'avais la même interrogation sur Scoot Anderson, qui, on l'oublie, est top 3. On l'oublie. Et top 3 de draft, et c'est assez compliqué pour l'instant. Mais bon, pareil, j'ai pas beaucoup vu, c'est un sophomore, donc je l'ai pas glissé dans les. J'avais quelques autres noms aussi. Ouais. Moi, j'avais Anthony Simons, encore aux Blazers, que je trouve décevant cette saison. J'avais Keegan Murray aussi, que je trouvais décevant aux Kings. Putain, Keegan Murray, ça stagne. Qu'est-ce qui stagne, une adresse à 3 points qui régresse de fou. Ouais, voir qu'on régresse, t'as raison. D'Lo et Gabe Vincent, quand même, aux Lakers, il faut les citer. C'est bien décevant. Et c'est pas décevant, Paul, c'est pas décevant. Gabe Vincent, c'est désespérant. c'est pas décevant, c'est plus que ça. Enfin, Gabe Vincent, on n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, un mec qui chute comme ça, on n'a jamais vu ça, quoi. Et j'avais Desmond Bane que je trouvais un peu moins dedans aux Grizzlies, mais c'était à cause des blessures et ça va mieux sur les derniers matchs. Et quand même Jalen Green, peut-être qu'il y avait des gens qui n'avaient pas des attentes, mais moi je l'avais MIP en début de saison dans mes pronos. Et je trouve que c'est pas suffisant. Je pense que cette saison, je suis sorti du train définitivement Jalen Green. Je pense que moi j'étais dans le train comme toi. Je pense que j'ai le même scénario que toi, c'est-à-dire en fait c'est décevant parce que j'en attendais trop. C'est pas décevant en soi, c'est juste qu'il confirme pas son mois incroyable qu'il a fait l'année dernière, mais en soi c'est pas spécialement décevant, mais je faisais partie des gens qui en attendaient pas mal, ouais. Messieurs, je vous propose qu'on conclue sur ce joli podcast. On espère que ça vous a plu de votre côté. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions, à nous donner des suggestions et à échanger avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre et puis surtout restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.